Je vous présente pour la 5e et dernière fois le rapport de situation comparée en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Comme vous le savez, ce rapport répond d'abord à une obligation légale. La loi impose aux collectivités de rendre compte chaque année des actions qu'elles mènent et des écarts qui persistent en matière d'égalité. Mais je vais le dire d'emblée, avec clarté. À Montreuil, nous ne considérons pas ce rapport comme une simple formalité administrative. Nous en avons fait, au fil des années, un véritable outil d'action publique, un instrument de pilotage, un support de mobilisation collective et, surtout, un marqueur de notre engagement militant. Car l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas pour nous un sujet secondaire. Elle n'est pas une politique parmi d'autres. Elle est une exigence fondamentale, un principe structurant de notre projet citoyen et sociétal et un levier majeur pour lutter contre l'ensemble des inégalités sociales. Et ce rapport en est aujourd'hui une illustration très concrète. Ce qui frappe à la lecture de ce document, c'est le chemin parcouru. À ses débuts, ce rapport reposait sur un nombre limité de contributions et sur une approche encore relativement sectorielle. Aujourd'hui, il est devenu un travail transversal, beaucoup plus riche, beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus partagé. Année après année, la participation des services municipaux s'élargit. De nouvelles directions s'impliquent, produisent des données, analysent leurs pratiques, interrogent leurs politiques publiques et formulent des pistes d'amélioration. Ce mouvement n'est pas anodin. Il traduit une évolution profonde de notre administration que je salue. L'égalité femmes-hommes n'est plus perçue comme un sujet porté par un service spécialisé, mais comme une responsabilité collective qui concerne l'ensemble des politiques municipales. C'est une avancée politique majeure parce que l'égalité réelle ne se construit pas uniquement à travers des déclarations de principe. Elle se construit dans la gestion des ressources humaines, dans les politiques éducatives, dans l'action sociale, dans la prévention, dans la culture, dans l'urbanisme, dans l'accès aux droits, dans les services rendus au quotidien aux habitantes et aux habitants. Je regrette de ne pas avoir pu convaincre sur la nécessité de continuer le travail sur le budget sensible au genre. J'espère que le travail initié sur les odonymes par les services de l'urbanisme se prolongera. Je me réjouis aussi de la mutualisation des services pour travailler sur les femmes qui se trouvent à l'intersection de plusieurs minorités et oppressions, qui sont les femmes migrantes ou les femmes porteuses de handicap. Le rapport montre que notre collectivité poursuit un travail structuré pour réduire les inégalités professionnelles, suivi des écarts de rémunération, attention portée au parcours de carrière, promotion de la mixité des métiers, accès à la formation et aux postes d'encadrement. Les données présentées révèlent une situation qui, sur de nombreux indicateurs, s'inscrit dans des tendances comparables à celles observées au niveau national dans la fonction publique territoriale. On retrouve notamment des réalités similaires, une forte féminisation globale des effectifs, des écarts encore présents dans certains niveaux hiérarchiques, une concentration plus importante des femmes dans les filières sociales, administratives et éducatives, et une progression progressive, mais encore insuffisante, de la mixité dans certains métiers techniques. Ces constats ne doivent pas être perçus comme une fatalité, mais comme un point d'appui pour poursuivre cette action. Car le rapport montre aussi que notre collectivité agit concrètement. Développement de formations à l'égalité, accompagnement des parcours professionnels, suivi des promotions, intégration de l'égalité dans la gestion des carrières et sensibilisation des encadrants. Ce travail de fond, mené avec constance, constitue alors un levier essentiel pour faire évoluer durablement les pratiques. Ce rapport devrait aussi comporter des données de comparaison entre les hommes et les femmes politiques. En effet, une élue est une femme comme les autres,
et n'échappe pas au système patriarcal, à Montreuil comme ailleurs. Elle a les mêmes écueils que les autres travailleuses, comme la garde d'enfants ou l'assistance d'une personne dépendante, et à Montreuil, comme ailleurs, aucune indemnisation spécifique n'est prévue pour elle. La loi du 22 décembre 2025 sur le statut de l'élu a tout de même prévu des avancées. Les élus, donc, doivent montrer l'exemple aux autres femmes, donc élus UES, qui n'ont pas le privilège d'être au pouvoir, en se battant pour leurs droits et donc par ricochet pour celles des autres. La sphère politique n'échappe pas au sexisme. Les femmes doivent se faire confiance et doivent constamment gagner la confiance pour être légitimées. Je ne donne pas de leçons, car je suis professeure, mais parce que je suis une femme et c'est mon vécu. Pour le partage du pouvoir entre les hommes et les femmes, et là encore, en termes de proportion, Montreuil n'échappe pas à la règle nationale. D'après le Haut Conseil à l'égalité, les hommes représentent encore 84% des maires, 87,1% dans les communes de 1000 habitants et plus, et 82,3% dans les communes de moins de 1000 habitants. 92,3% des présidents d'intercommunalité, 71,5% des premiers adjoints, de toutes communes confondues. Nous avons en effet une délégation propre, avec une mission spécifique, comme préconisé par le Haut Conseil à l'égalité. Mais contrairement à la charte que nous avons signée en 2011, l'élu n'est pas maire adjointe, mais conseillère municipale. Cela ne suffit pas d'être élu. Il faut les conditions d'exercice du mandat. Le statut de l'élu de cette délégation pour une ville de plus de 110 000 habitants, donc de plus de 55 000 femmes, a une portée symbolique. Malgré tout, cette élue militante n'a pas à rougir du travail accompli. Elle a permis d'amorcer une véritable politique sur la précarité menstruelle et la prise en charge globale des règles. Montreuil a été la première collectivité d'Île-de-France à mettre en place des distributeurs de protection menstruelle saines et gratuites par le CCAS. Nous espérons que la successeuse continuera le travail de manière plus globale. Elle doit en effet poursuivre sur l'aspect sociétal en permettant par exemple la mise en place du congé menstruel et l'aspect éducatif avec la formation des adultes, encadrants, éducateurs, éducatrices, animateurs, animatrices sur ces sujets. En 2021, nous avons mis en place les premières journées du matrimoine avec l'élu à la culture. En 2025, la conseillère municipale a apporté son expertise pour la rédaction du livre blanc auprès de l'Association des maires d'Île-de-France. Elle l'a apporté aussi auprès de l'Observatoire sur l'excision et auprès de l'association Règles élémentaires, avec laquelle nous avons travaillé sur la précarité menstruelle. Elle est sollicitée par les élus, des femmes victimes de violences ou des associations pour des cas urgents et souvent des urgences vitales. On sait que la présence de l'élu peut par exemple changer la manière dont une plainte est prise, surtout en dehors des horaires du bureau et pour sauver une vie. Je salue d'ailleurs, au passage, l'assistante sociale du commissariat, qui ne compte pas non plus ses heures. Est-ce encore une femme qui ne sait pas s'organiser ou une trop conscience des enjeux de sa fonction? L'élu participe aussi à de nombreuses instances municipales, départementales et nationales. Elle doit constamment travailler avec ses autres collègues en transversalité. Elle doit donc pouvoir être soutenue politiquement et psychologiquement constamment. Pour mener à bien toutes ces missions, il faut du temps et donc une indemnité suffisante pour en dégager. Ce n'est pas une question d'organisation, comme je me le suis entendu dire par un homme d'ailleurs. J'ai pris plaisir et appris beaucoup de choses lors de mon mandat. L'engagement des services ne se limite pas au champ interne de la collectivité. Il se traduit également
dans l'action territoriale, notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le rapport met en évidence la mobilisation très large des services municipaux dans ce domaine. Accueil social, accompagnement des victimes, prévention auprès des jeunes, formation des professionnels, coordination avec les partenaires. Ce travail quotidien, souvent discret, est essentiel. Il constitue le socle concret sur lequel repose une politique d'égalité. La ville doit faire en sorte que ces actrices, acteurs de la lutte, qui sont pour une très forte majorité des femmes avec des revenus peu élevés, le plus souvent travaillent dans de bonnes conditions. Les agentes ont obtenu une supervision psychologique pour pouvoir recevoir les personnes dans les meilleures conditions. Mais ce rapport dit aussi quelque chose de tout aussi fondamental. L'égalité ne se construit pas uniquement depuis l'institution. Elle se construit avec les habitantes et les habitants. Et sur ce point, notre territoire peut être fier. Montreuil se distingue par une vitalité citoyenne exceptionnelle. Les associations, les collectifs, les militantes et les habitants jouent un rôle moteur dans la promotion de l'égalité et dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le rapport met en lumière la richesse de ces initiatives. Des actions de sensibilisation menées dans les quartiers pour promouvoir l'égalité dès le plus jeune âge, des ateliers éducatifs organisés dans les écoles et les structures jeunesse pour déconstruire les stéréotypes de genre, des dispositifs d'accompagnement et d'écoute portés par des associations spécialisées pour les femmes victimes de violences, des mobilisations citoyennes lors des temps forts, notamment autour du 8 mars et du 25 novembre, des événements culturels et débats publics contribuant à faire évoluer les mentalités. Ces initiatives sont essentielles car elles ancrent l'égalité dans la vie quotidienne et permettent de toucher des publics parfois éloignés des institutions. Ce rapport témoigne donc d'une dynamique réelle, une mobilisation croissante des services municipaux, un engagement fort des agentes et des agents et une vitalité remarquable des initiatives citoyennes. Je remercie surtout ma chargée de mission et toutes les femmes avec qui j'ai travaillé avec sororité et bienveillance. Mais il nous rappelle aussi que le chemin reste long. Les inégalités persistent, les violences demeurent une réalité. Les stéréotypes continuent d'influencer les parcours de vie. C'est pourquoi nous devons poursuivre et amplifier notre action, renforcer l'implication de tous les services, soutenir les associations, accompagner les initiatives citoyennes et maintenir une ambition politique forte. Parce qu'au fond, ce rapport ne parle pas seulement de politique publique, il parle de justice, il parle de dignité, il parle du modèle de société que nous voulons construire. Une société où chacune et chacun peut vivre librement, en sécurité, avec les mêmes droits et les mêmes opportunités. Comme vous le savez, notre collectivité compte environ 62% d'agentes, principalement réparties, et ça c'est traditionnel, dans les secteurs tels que la petite enfance, l'enfance, la gestion ou la propreté des bâtiments, ou encore les filières administratives et sociales. A l'inverse, les hommes restent majoritaires dans les filières techniques, la police municipale ou d'autres métiers traditionnellement masculins. Il est difficile de bousculer les traditions, surtout quand ça reflète le niveau d'éducation, les diplômes que l'éducation nationale fait passer à nos jeunes. Il y a bien plus de mécaniciens que de mécaniciennes qui sont formés, et plein d'autres métiers sont victimes de déséquilibres structurels, avec beaucoup plus d'hommes formés que de femmes qui limitent ensuite leur carrière. Sur le plan de nos responsabilités, nous avons engagé des actions fortes en matière de changement de grade, de promotion interne et de lutte contre la précarité. Nous avons finalisé notre dernier plan de titularisation permettant à 180 agents, dont une bonne partie des agents, d'accéder à la CVT professionnelle. Désormais, les titularisations se feront au fil de l'eau, pour une gestion plus réactive. Nous proposons systématiquement aussi un CDI contractuel de nationalité extra-communautaire, remplissant les conditions légales. Des femmes étaient embauchées, des agentes étaient embauchées dans notre collectivité en CDD, en raison du fait qu'elles soient non communautaires, restaient des années en CDD, jusqu'à 16, 17 ans, 20 ans de notre collectivité. Il était temps de mettre fin à cette précarité qui durait des dizaines d'années, qui va permettre aussi à ces agentes
de pouvoir développer leur vie, faire un crédit, acheter une voiture ou acheter un appartement. Voilà, donc de pouvoir vivre sans avoir l'épée de Damoclès sur la tête. Pour les avancements de grade, nous avons pris des mesures d'âge où toutes les personnes nées d'une même année avaient le droit à un avancement de grade. Ce qui a permis de réduire les inégalités des grades qui étaient avant plus souvent accordés à des hommes qu'à des femmes. Aujourd'hui, nous avons atteint l'égalité. Il y a autant proportionnellement au nombre de femmes et d'hommes de notre collectivité, avoir le même nombre de grades. Par contre, pour les promotions, vous savez, d'un point de vue statutaire, il faut qu'il y ait des concours qui permettent aux agents de la ville de Montreuil d'être lauréats du concours et se libèrent des places ensuite pour la promotion interne. Aujourd'hui, ces concours, par le CIG, sont organisés que tous les 2 ans. 2 ans, c'est les filières techniques qui sont présentées, et 2 ans après, c'est les filières administratives et sociales. Ce qui fait qu'on a du mal à voir la répartition des promotions. Il faudrait regarder cela sur un plan pluriannuel pour permettre de voir qu'il y ait bien autant de promotions d'hommes que de femmes dans notre collectivité, mais de façon pluriannuelle. Permettez-moi d'illustrer notre ambition par 3 exemples concrets. Informer les agents et les agentes de leurs droits en matière de grossesse et de parentalité, pour garantir un accompagnement sans faille. Le deuxième point, réfléchir à l'impact du temps partiel sur les salaires et les retraites afin de limiter les inégalités qui en découlent. Troisième point, renforcer la vigilance contre l'usure professionnelle, notamment dans les métiers à prédominance féminine, et lutter activement contre la discrimination, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ces engagements ont conduit à l'élaboration en 2024 d'un nouveau plan d'action qui a été appliqué pleinement en 2025. Chaque objectif est décliné en actions précises, assorties d'indications, d'évaluation pour en mesurer l'efficacité. Ce plan s'articule autour de 6 axes majeurs. Renforcer la gouvernance de nos politiques d'égalité professionnelle, pour le premier point. Pour le deuxième point, créer les conditions d'un égal accès aux métiers et aux responsabilités. 3. Garantir l'égalité salariale et un déroulement de carrière équitable. Le quatrième point, accompagner les situations de grossesse et de parentalité pour le meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le point 5, lutter contre toutes les formes de discrimination. Le point 6, enfin, améliorer la prévention de l'usure professionnelle. En conclusion, dans un monde idéal, nous n'aurions pas besoin de produire un tel rapport. Mais la réalité nous rappelle que l'égalité se conquiert pas à pas, par des actions déterminées. Comme le disait Simone Veil, l'égalité ne se décrète pas. Elle se construit chaque pas en avant, chaque mesure prise, chaque droit acquis est le fruit d'une volonté partagée et d'un engagement sans faille. Car l'égalité n'est pas seulement une question de justice, c'est aussi une question de progrès pour toute la société. C'est pourquoi, quelles que soient nos fonctions, nous devons rester mobilisés. L'égalité professionnelle n'est pas une option, mais une nécessité pour une administration moderne, inclusive et performante. Alors même que le sport doit être un espace d'émancipation, d'éducation et de santé, de lien social, il est peut-être aussi, pour certains et certaines, un lieu de vulnérabilité, rapport d'autorité, dépendance, silence. Et ces violences fragilisent souvent et surtout les plus vulnérables, en l'occurrence nos jeunes filles et nos jeunes hommes. Mais le sport peut aussi être un levier de prévention, à condition de mettre au cœur du dispositif un mot, la formation. Et c'est pourquoi je propose que nous allions encore plus loin. Beaucoup de choses ont été faites, mais je pense qu'il faut il faut aller encore plus loin. Conditionner certaines subventions au fait qu'au moins un responsable, un entraîneur ou un cadre associatif soit formé à la prévention et au signalement des violences sexistes et sexuelles, avec une actualisation régulière. C'est ce qui a été mis en place par ma collègue à Lyon, la maire adjointe Julie Nublafort, et qui est très bien acceptée, et c'est un succès. Et elle permet aussi de pallier aux défaillances de certaines fédérations sportives qui n'ont pas encore pris complètement la mesure du problème. Donc l'objectif n'est pas de contrôler pour contrôler, c'est de garantir que partout où nous soutenons, il y a aussi la capacité d'agir correctement si une situation survient. Parce que là encore, ce sont souvent les plus vulnérables qui paient le prix du silence. Je note enfin qu'au niveau national, depuis novembre 2025, des dispositifs existent, et c'est une obligation, affichage et visibilité des cellules de signalement.
Et ça doit devenir des réflexes dans tous les équipements. Là aussi, notre responsabilité municipale est de faire vivre ces outils sur le terrain de manière lisible et systématique. Et j'ai toute ma confiance en la direction des sports et à mon collègue Olivier Charles pour ce faire. En matière de violences sexistes et sexuelles, je pense au travail qui a été conduit avec le commissariat de Montreuil pour améliorer l'accueil des femmes victimes de violences, à travers une formation systématique de l'intégralité des effectifs de l'accueil, à travers le traitement des procédures judiciaires également. Je pense, cela a été cité, à l'incroyable travail de notre assistante sociale au commissariat de Montreuil, personnel de la ville de Montreuil, avec 194 situations qu'elle a suivies en 2025. Je pense au logement passerelle et au relogement social des femmes victimes de violences. En 2025, 6 femmes victimes de violences et leurs 16 enfants ont été relogés. 6 femmes, 16 enfants. Cela change la donne, car le logement reste la clé de voûte d'un parcours de sortie des violences. Je pense au dispositif Demandez Angela, qui a été mis en œuvre en 2025, avec 39 établissements partenaires qui constituent aujourd'hui un réseau de lieux sûrs pour les victimes de harcèlement de rue. Ce maillage, il doit encore être étendu pour mieux mailler le territoire et pour renforcer encore notre affirmation ferme que l'espace public appartient à toutes et que la honte doit changer de camp. Car la ville de Montreuil a aussi agi en faveur de cette bataille culturelle-là, pour l'égalité, qui est un prérequis à l'éradication des violences sexistes et sexuelles. Afficher des campagnes de communication féministe dans l'espace public pour affirmer haut et fort la lutte contre le patriarcat, à contre-courant des discours masculinistes qui font bloc dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Faire des mobilisations du 8 mars et du 25 novembre des temps forts de la cause, de la lutte, en impliquant les services, les associations, les partenaires. Fêter chaque année les semaines du matrimoine pour donner à voir l'héritage et le talent des femmes d'hier et d'aujourd'hui. Donner le nom de grandes femmes à des équipements et à des espaces publics pour les rendre visibles dans nos rues, dans nos mémoires, dans nos imaginaires, pour que toutes les petites Montreuilloises grandissent avec ces figures d'inspiration. L'Assemblée prend acte de la présentation du rapport. Et sans attendre, je passe la parole à Philippe Lamarche pour le débat sur les orientations budgétaires 26.